Bonjour, dans cette vidéo, je continue à répondre à la question « Qu'entend-on par thérapie existentielle ?» en présentant le concept de mort en psychothérapie. Voici la carte mentale en question. Donc, je rappelle que j'ai construit cette carte en m'appuyant sur l'ouvrage de Irvin Yalom, puisque ces différentes cartes forment une sorte de résumé en fait de son livre, donc intitulé Thérapie existentielle, qui date de 1980, dans lequel il présente la psychothérapie fondée sur les enjeux existentiels. Les postulats dans cet ouvrage sont les suivants, à savoir que la peur de la mort joue un rôle majeur dans notre expérience interne, que chez l'enfant, et cela dès un âge précoce, l'enfant en fait a de profondes réflexions autour de la mort, et ces réflexions forment l'enjeu développemental, puisqu'il va s'agir au cours du développement de surmonter ces angoisses, qu'on peut qualifier d'angoisses effroyables de destruction. Pour contenir les angoisses liées à la mort, l'individu va construire des défenses contre la conscience de la mort, et ces défenses sont fondées sur le déni. Et ces défenses vont être ce qui va façonner notre structure de personnalité. Et bien sûr, quand ces défenses sont inadaptées, cela va se traduire par des symptômes cliniques. Donc, on peut dire que la psychopathologie, elle résulte de défenses inappropriées. C'est le cas pour tout référentiel. Et là, dans le cas du référentiel existentiel, on peut dire que la psychopathologie, elle résulte plus spécifiquement de défenses inappropriées pour transcender la mort. Et bien sûr, on peut ajouter le fait que, partant de ces éléments, il est possible d'édifier, de construire une psychothérapie qui va être fondée, qui va être basée sur une prise de conscience de la mort. Donc, dans cette partie sur la mort, Yalom propose 4 chapitres. Dans le premier, qui va être l'objet de la carte mentale que je présente aujourd'hui, il aborde le concept de mort en psychothérapie, et il explique pourquoi la mort est absente du référentiel dans les thérapies de type psychodynamique, pourquoi cette mort est absente à la fois en théorie et en pratique. Dans le chapitre qui suivra, il aborde le développement du concept de mort chez l'enfant, en évoquant aussi les mécanismes de défense qui vont émerger pour protéger justement contre les angoisses de mort. Dans un troisième chapitre, il aborde la compréhension de la psychopathologie, qui est, comme on l'a déjà dit, fondée sur le déni. Et dans un quatrième chapitre, il aborde l'approche thérapeutique qui est basée justement sur cette conscience de la mort, à la fois à un niveau théorique et à un niveau pratique. Donc nous allons commencer avec ce premier chapitre, donc sur le concept de mort en psychothérapie, intitulé « Vie, mort et angoisse ». Notons pour introduire ce chapitre que l'objectif d'une thérapie est d'aller mieux, c'est donc d'augmenter l'espoir. Et évidemment, dans ce cadre, on peut se demander mais pourquoi aborder la question de la mort qui représente finalement l'anéantissement de l'espoir ? Eh bien, aborder la mort, c'est important puisque nos attitudes justement par rapport à la mort sont ce qui va influencer notre façon de nous développer et notre façon de vivre. Donc, aborder la mort a 2 implications dans une psychothérapie, puisque la mort entretient un lien étroit avec la vie. D'ailleurs, Yalom l'évoque de la façon suivante. Il dit que la mort bat sous la membrane de la vie. Comme je le disais, donc la mort entretient un lien étroit avec la vie. Elle nous influence, comme on vient de le dire, dans notre développement, notre façon de vivre, notre comportement, la façon de vivre toutes les expériences de la vie. Mais bien sûr, la mort étant la première source d'angoisse, eh bien, elle constitue aussi le fondement des psychothérapies. Donc nous allons passer à la carte mentale suivante qui concerne l'étroitesse du lien entre la vie et la mort. Donc concernant cette étroitesse du lien entre la vie et la mort, on peut commencer en fait par un constat. Le constat est le suivant, c'est que tout passe et qu'il n'y a finalement, que nous n'avons pas d'autre choix finalement que de vivre malgré la peur de la mort. Les stoïciens voyaient, eux, la mort comme étant l'événement le plus important de la vie, et donc pour eux, apprendre à bien vivre, c'est apprendre à bien mourir, mais aussi inversement, c'est-à-dire qu'apprendre à bien mourir, c'est apprendre à bien vivre.
Dans ses confessions, saint Augustin souligne le fait que seule la mort permet de naître véritablement à soi. Et bien sûr, on peut souligner la frontière entre la vie et la mort, qui au niveau biologique va être relativement précise, dans le sens où cela constitue le dernier instant de la vie. Par contre, cette frontière est plus floue en fait au niveau psychologique, puisque la mort finalement ne vient pas qu'à la fin, elle est toujours là. C'est ce qu'on trouvait d'ailleurs dans ce que dit Yalom quand il dit « la mort bat sous la membrane de la vie ». Et c'est ce qu'on retrouve dans la formulation de Manilius, par exemple, qui dit « dès notre naissance, nous mourons et notre fin est la conséquence de notre commencement ». Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Montaigne. « Pourquoi crains-tu ton dernier jour ? Il ne confère non plus à ta mort que chacun des autres. Le dernier pas ne fait pas la lassitude, il la déclare. » Et enfin, on peut souligner le fait que la réflexion sur la mort ne va pas appauvrir la vie, au contraire, elle va enrichir la vie. Il est certain que la mort physique va abolir l'individu, mais l'idée de la mort va sauver l'individu. En fait, être conscient de la mort, c'est ce qui va permettre de vivre pleinement sur un mode d'existence qu'on peut qualifier d'élevé ou de transcendant. Et là, Yalom se réfère à Heidegger. Pour en savoir plus sur Heidegger, il peut être intéressant de se reporter au cours de philosophie de Luc Ferry, et en particulier sur celui de Heidegger. Donc Heidegger souligne la chose suivante, il dit qu'il existe deux modes d'existence. D'une part, un mode d'être inauthentique, impropre, c'est aussi ce qu'il appelle donc mode impropre ou mode de l'oubli de l'être, dans lequel l'individu va être surtout préoccupé par l'apparence des choses, il va être immergé dans les distractions du quotidien, il va être accaparé par le monde, il va être d'une certaine manière un peu dilué dans une sorte de on, et il va être inconscient de son pouvoir de création sur la vie. À côté de ce mode d'être inauthentique, existe un mode d'être authentique, ou mode ontologique, ou mode de conscience de l'être, avec d'ailleurs ce terme authentique qui vient, selon Yalom, de Heidegger. Et dans ce mode d'être authentique, l'individu ne va pas être préoccupé par l'apparence des choses. En fait, il va s'intéresser au fait même que les choses, elles sont. Et dans cet état, l'individu va être conscient de son pouvoir de création sur sa vie, donc conscient de sa capacité à se changer lui-même, tout simplement parce qu'il va être conscient d'exister. Donc c'est bien sûr être conscient d'exister, c'est aussi prendre conscience des fragilités de l'être, de ses limites, mais c'est bien sûr aussi être conscient de ses capacités, de toutes les possibilités en fait qui s'offrent à l'individu, à nous, et c'est donc être conscient de sa propre responsabilité envers soi, sa propre responsabilité envers son propre être. Alors pour passer d'un mode à l'autre, Heidegger souligne que ça ne va pas se faire par contemplation, par illumination ou par persévérance, mais ça va se faire via des expériences urgentes, qui sont des expériences qui vont nous jeter, donc nous tirer plus exactement du mode oubli pour nous jeter en fait dans le mode conscience. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience urgente ? On peut dire que c'est une expérience limite, une expérience ultime, où la mort va rester sans équivalent. Donc pour Jasper, c'est la mort qui va effectivement amener à vivre de façon authentique. Et Yalom évoque le cas d'une des personnes qui participent à l'un des groupes qu'il anime. C'est le cas d'une personne qui présente une alcoolodépendance, qui arrive ivre dans le groupe et va perdre conscience. Donc la personne va être évacuée, prise en charge et ainsi de suite. Puis lors d'une séance suivante, comme les séances sont filmées, il va visionner la vidéo dans laquelle justement il perd conscience, et il se voit sur la vidéo avec tous les autres membres du groupe qui sont autour de lui. Le fait de voir ça lui a fait se remémorer l'enterrement de son jumeau qui présentait lui aussi une alcoolodépendance, et ça a été pour lui une expérience urgente qui lui a fait prendre conscience du fait que l'alcool le tuerait. Donc c'est ce qui a été à l'origine de changements en fait chez cette personne. Alors, notons qu'il est malgré tout difficile d'envisager la mort qui est vue comme étant le mal absolu. Il est difficile d'envisager la mort comme quelque chose qui va contribuer positivement à la vie. Alors, pour comprendre comment on peut envisager finalement la manière dont la mort contribue positivement à la vie,
eh bien, on peut essayer d'imaginer la vie sans mort. À ce moment-là, ça va permettre de saisir en quoi la mort va enrichir la vie. Donc, imaginer la vie sans la mort, c'est imaginer la vie éternelle qui, finalement, est un phénomène, enfin une vie qui va perdre en intensité. En fait, pour beaucoup de penseurs, l'absence de la mort et l'absence de l'idée de la mort, c'est ce qui va émousser justement notre sensibilité à la vie. Yalom dit que Freud peut aborder la mort, point sur lequel on reviendra, mais néanmoins, Freud a souligné que la guerre, c'est ce qui a fait entrer la mort dans les préoccupations vitales, que la mort limite les possibilités de jouissance et quand les possibilités de jouissance sont limitées, eh bien le prix de la jouissance va être augmenté. Autrement dit, si la mort est exclue, les enjeux de la vie vont être perdus de vue et la vie va devenir plus pauvre, plus insipide, plus vide de contenu. Donc, on peut pointer du doigt le fait qu'une fois que l'idée de la mort est intégrée, eh bien, elle va faire office de catalyseur. C'est ce qui va justement nous inciter à adopter un mode de vie plus authentique. Ça va accroître la joie de vivre. Et en témoignent les expériences d'un certain nombre de personnes qui ont été confrontées à la mort. Déjà, on peut évoquer la littérature concernant les individus confrontés à la mort qui ont justement vécu un changement personnel, avec le cas des héros de Tolstoï, par exemple Pierre dans Guerre et Paix, qui est confronté à la mort. Il en attend d'être exécuté, il voit les personnes avant lui être exécutées, et finalement il n'est pas exécuté. Et c'est à partir de là qu'il va finalement changer, il va se mettre à vivre vraiment sa vie, à s'investir dans ses relations. En fait, il va se trouver un but et il va s'y consacrer. On peut aussi évoquer la mort d'Ivan Illich, qui est un bureaucrate atteint d'une maladie incurable et qui va changer dans les quelques temps qui lui restent avant d'être emporté par la maladie. Il va changer, il va laisser de côté son amertume, son arrogance, sa mégalomanie et ainsi de suite. On peut aussi évoquer le cas de personnes qui ont échappé à une tentative de suicide, qui, pour certaines, vont avoir une perception de la vie qui va être modifiée avec un plus grand appétit de vivre, de par le fait que ces personnes vont être amenées à percevoir la brièveté de la vie, avec parfois le sentiment de renaître, des changements dans la manière d'être, avec parfois plus de sensibilité, d'empathie, le sentiment aussi qui peut émerger d'être enfin en lien avec soi-même et avec autrui, et finalement le fait que ces personnes vont procéder à une réévaluation de leurs priorités. On retrouve ça aussi chez des personnes atteintes d'un cancer en phase terminale qui vont réévaluer justement ces priorités de la vie, qui vont prendre de la distance par rapport à l'insignifiant, qui parfois vont justement avoir la sensation de vivre vraiment dans le présent. Elles ne vont plus remettre leurs projets à plus tard et elles vont enfin se sentir en mesure d'apprécier les choses simples de la vie de façon plus vive, comme un changement de saison, le vent, une feuille d'automne qui tombe, ou encore le dernier Noël. Parfois aussi, ce qui est évoqué, c'est un sentiment de libération, puisque effectivement, elles peuvent très bien choisir de ne pas faire ce qui n'est pas désiré, et elles rapportent aussi des échanges plus riches avec les proches, avec moins de peur relative au contact interpersonnel, moins de peur du rejet, et puis une plus grande aptitude à prendre des risques. Yalom évoque aussi le cas d'une personne qui participe à ces groupes, qui est une personne qui se met en échec, qui rapporte donc sa problématique et qui va éviter de suivre tous les conseils que le groupe suggère pour que sa vie se déroule mieux, comme par exemple payer ses factures, rendre le dernier devoir pour obtenir son diplôme, soigner son CV et ainsi de suite. Cette personne, donc, en même temps qu'elle finalement évite de suivre les conseils, elle évite toujours de blesser autrui. En fait, elle prend un soin particulier à éviter qu'autrui ne s'éloigne d'elle. Donc, elle est toujours dans la tentative de plaire à autrui. Et à un moment donné, le groupe va se demander finalement si la mise en échec de cette personne, qu'elle produit d'elle-même, ne peut pas être éventuellement liée à des bénéfices secondaires, comme par exemple le fait de se sentir jeune, protégé, d'éviter d'avoir à faire des choix, avec l'idée que finalement, en s'affaiblissant, eh bien finalement, autrui aura
plus de difficultés, plus de mal à refuser de porter secours à cette personne. Et puis, cette personne va à un moment donné vivre une expérience urgente, elle va devoir faire une biopsie, elle attend les résultats, elle prend à ce moment-là conscience du fait que quels que soient ses actes et le degré de vulnérabilité où elle se place, elle va devoir faire face seule à la mort. Parce qu'elle se rend bien compte que personne ne peut mourir à sa place et que bien sûr la pensée magique ne peut pas permettre d'être victorieux par rapport à la mort. La biopsie revient, elle est bénigne, mais ça a été finalement une expérience urgente intéressante et positive pour elle, puisqu'à l'origine de changements, les effets psychologiques, tout ce qu'elle a pu vivre pendant ce temps d'attente, ça a persisté, donc les changements se sont alors faits, et elle a commencé à prendre sa vie en main, à faire des choix, et finalement elle a commencé à grandir, à être capable de choisir, à se séparer, et évidemment grandir, choisir, se séparer, ça nécessite de se confronter à la solitude, de se confronter à la mort, qui sont vraiment des éléments indissociables de la vie d'adulte. Donc on peut dire en conclusion concernant ce point que si la mort physique elle détruit, l'idée de la mort elle sauve. Tout simplement prendre conscience de la mort, c'est ce qui va conférer son intensité à la vie, c'est ce qui va amener à changer, à passer finalement à un mode de vie authentique. Et cela a des implications pour la psychothérapie, parce que finalement, plutôt que d'attendre une expérience urgente qui va être fortuite, qui va d'ailleurs arriver ou ne pas arriver, ou d'attendre d'avoir un diagnostic de maladie fatale, eh bien, en psychothérapie, il est possible de travailler justement sur cette idée de mort. C'est en cela que la psychothérapie va avoir un potentiel thérapeutique, parce que ça va être l'occasion de faire une sorte de simulation d'expérience urgente et d'amener à des changements. Donc nous allons poursuivre avec la carte suivante concernant la mort et l'angoisse. Concernant donc la mort et l'angoisse, nous pouvons commencer en rappelant que face à l'angoisse, l'organisme va se défendre. Et la défense peut être adaptative. Dans ce cas, elle ne va pas constituer de phénomène psychopathologique. Ça veut dire que l'individu va conserver sa souplesse de fonctionnement. Mais lorsque l'organisme se défend, la défense élaborée peut ne pas être adaptative, ce qui va constituer dans ce cas un phénomène psychopathologique, c'est-à-dire que l'individu va se retrouver enfermé dans un fonctionnement rigide. Et on peut souligner le fait qu'une réaction psychotique ou encore une réaction névrotique, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, eh bien il s'agit de tentatives funestes finalement pour contenir l'angoisse, que ce sont en fait des expressions des défenses contre l'angoisse. Et donc le thérapeute au cours d'une psychothérapie va pouvoir se centrer soit sur l'angoisse manifeste qui se voit, soit sur les équivalents de l'angoisse, laquelle va dans ce cas être masquée, soit sur les défenses justement qui ont été construites pour se protéger. Donc bien que le travail psychothérapeutique soit multidirectionnel, il va néanmoins être en partie axé sur l'angoisse de manière à identifier justement les sources de l'angoisse afin de les démanteler. Concernant l'angoisse de mort, rappelons que cette angoisse de mort, elle est omniprésente, elle est intense, elle influence fortement notre expérience et nos comportements, puisque nous investissons beaucoup d'énergie dans des défenses de déni. Ces défenses, on peut les retrouver au niveau personnel, elles vont s'exprimer à travers les limitations, les motivations, les rêves, les cauchemars, les addictions au divertissement, les différents modes de vie qu'on va adopter, et au niveau collectif, on va retrouver ces défenses de déni dans les monuments, dans les cimetières, dans les idéologies, dans le mythe du progrès, et ainsi de suite. Et Freud disait d'ailleurs que les groupes humains se seraient constitués en réaction à la mort, à l'obscurité, à l'isolement. Donc finalement, nous ne faisons que tenter de transcender la mort et d'accéder à une forme d'immortalité symbolique.
Et Yalom cite Robert J. Lifton qui a identifié plusieurs modes d'accès à cette immortalité symbolique, un mode biologique à travers la descendance, un mode théologique en vivant sur un plan supérieur de l'existence, un mode créatif qui va se situer dans les créations personnelles qui vont être réalisées par l'individu ou dans l'impact qu'un individu va avoir sur autrui, un mode de nature éternelle avec l'idée qui va être de retourner après la mort aux forces de la nature. Et on peut évoquer aussi un mode transcendantal, expérientiel, dans lequel les personnes vont vivre dans une expérience intense, vont vivre les expériences comme étant des expériences intenses de présent continu, sans temps et sans mort. Donc Yalom, dans son ouvrage, se limite aux effets de l'angoisse de mort concernant la dynamique interne de l'individu. Alors cette notion d'angoisse, rappelons, pour bien la comprendre, qu'une angoisse est une peur sans objet, tandis que la peur elle-même a un objet, c'est une peur de quelque chose. Alors Kierkegaard, justement, définissait l'angoisse comme étant une peur d'un rien, comme étant quelque chose de diffus qui va tourmenter de toutes parts, justement parce que l'angoisse, elle ne peut être ni située ni comprise. Donc comme l'angoisse n'a pas d'objet, elle ne peut pas être affrontée et de ce fait, nous nous sentons démunis, impuissants. Notre angoisse va, dans ce cas-là, pouvoir s'intensifier. Freud a d'ailleurs aussi envisagé l'angoisse comme une forme de réaction face justement à l'impuissance. Et donc pour Kierkegaard, un moyen justement de lutter contre l'angoisse, c'est de la déplacer du rien vers quelque chose. Autrement dit, l'angoisse cherche à devenir une peur, c'est-à-dire une peur de quelque chose, si bien que ensuite, lorsque nous avons peur de quelque chose, eh bien, c'est plus simple qu'une angoisse dans la mesure où nous pouvons nous protéger de ce quelque chose en l'évitant, en nous trouvant des alliés, en inventant des rituels magiques pour apaiser ce quelque chose, et ainsi de suite. Alors Yalom dans son ouvrage fait remarquer aussi le fait qu'il a tendance à utiliser indifféremment les termes angoisse de mort ou peur de la mort, ou encore terreur mortelle ou peur de la finitude, ou encore fragilité de l'être qui vient de Jasper, peur du non-être de Kierkegaard, possibilité de l'impossibilité d'être qui vient de Heidegger, ou encore angoisse ontologique qui vient de Tillich. Toujours est-il que les études qui ont été faites concernant l'humain et sa peur ou ses peurs par rapport à la mort, ces études montrent qu'on peut identifier plusieurs types de peurs. C'est-à-dire que l'être humain, il peut avoir peur du chagrin donc causé par sa mort à ses proches, peut avoir peur de ne plus pouvoir être en mesure de prendre soin de ses proches, mais il s'agit là de peurs pour autrui, ce ne sont pas des peurs personnelles. Il évoque aussi la peur de la douleur, mais cette peur de la douleur, c'est quelque chose qui concerne la vie, c'est ce qui peut être là quand on n'est pas encore mort, donc c'est autour de la peur de l'événement. Il évoque la peur de ce qui peut arriver au corps après la mort, la peur de ce qui peut se passer dans une vie après la mort, mais il s'agit dans ce cas-là de transformer la mort en quelque chose de non définitif, puisque c'est la peur de ce qui survient après la mort. Et puis il évoque aussi la peur qui est liée au fait que mort c'est la fin des nouvelles expériences, que la mort c'est l'arrêt des projets, et il s'agit là de la peur de sa propre disparition, de la peur de cesser d'être, qui est justement la peur la plus centrale dont il est question ici, dont Yalom parle dans son ouvrage, c'est la peur de l'oubli, de l'extinction, de l'anéantissement. Alors concernant les manifestations cliniques de l'angoisse de mort, notons que l'angoisse de mort ne va pas vraiment se manifester sous sa forme originelle en clinique. Elle va bien évidemment se transformer et elle est souvent enfouie via tout un tas d'opérations défensives comme le déplacement, la sublimation, la conversion et ainsi de suite. Et cet écran de défense, eh bien, parfois, si on est par exemple confronté à la mort, par exemple lors d'un accident, eh bien cet écran de défense peut se rompre. À ce moment-là, l'angoisse brute de mort peut accéder à la conscience. Mais lorsque cette angoisse brute va accéder à la conscience, le moi va à nouveau la transformer. Ce qui ne va pas empêcher évidemment l'angoisse de se manifester. Ça
elle va pouvoir se manifester dans diverses peurs, la peur de quelque chose, la peur de conduire par exemple. Donc l'angoisse, on le retrouve ici, devient bien une peur de quelque chose. Et ça peut aussi se manifester dans un sentiment d'étrangeté. C'est le Unheimlichkeit de Heidegger, qu'on retrouve aussi chez Freud. Donc ce sentiment de ne pas se sentir chez soi dans le monde. C'est comme ça que Heidegger explique le Unheimlichkeit comme un Nicht zu Hause sein. Et donc ce sentiment d'étrangeté est pour Heidegger la conséquence justement de la conscience de la mort. Alors, une chose importante, donc c'est d'avoir en tête que justement cette angoisse de mort, elle s'exprime dans différents registres, donc dans ce qui concerne le fait de mourir, la souffrance, les projets inachevés, mais on retrouve aussi cette angoisse dans une manière d'aborder finalement de façon rationnelle et détachée la mort, dans une façon consciente de parler de la mort. Et justement, c'est le cas des épicuriens pour qui la mort n'est rien, parce que quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Donc, l'expression de l'angoisse de mort, elle va pas vraiment se trouver dans ces éléments. Donc cette angoisse de mort qui peut être exprimée, qui peut être verbalisée, c'est pas l'angoisse de mort telle qu'elle existe dans l'inconscient. Cette angoisse de mort-là, c'est quelque chose qui est sourd, qui est étrange et qui va exister en fait au-delà du langage et au-delà des représentations. D'autre part, cette angoisse de mort, donc nous l'avons dit, elle est toujours transformée par les mécanismes de défense, et donc c'est le cas pour l'angoisse de mort, comme c'est le cas en fait pour toute angoisse. On peut évoquer des transformations, par exemple pour l'angoisse de castration, qui peut se manifester dans la phobie des femmes, dans une crainte de la rivalité masculine, dans des situations sociales spécifiques, dans la recherche de gratification sexuelle, et ainsi de suite. Donc pour ce qui est de l'angoisse de mort, cette angoisse de mort, donc, elle est transformée par les mécanismes de défense et elle peut elle aussi donc, se manifester de diverses manières. Elle présente elle aussi une grande diversité dans son expression. Et Yalom rapporte le cas de 2 personnes de ces groupes de paroles, de ces groupes qu'il anime. Il évoque le cas d'une personne qui a un amant et qui est incapable de divorcer de son époux qu'elle connaît depuis qu'elle a ses 15 ans. Quand elle travaille autour de cette question, elle évoque le fait qu'elle a peur qu'en se séparant de lui, ses souvenirs ne disparaissent avec lui et que ça ne disparaisse finalement pour toujours. Pour elle, en fait, le fait que quelqu'un se souvienne d'elle, c'est un moyen d'accéder à la postérité. Et pour elle, les personnes vraiment mortes sont les personnes à qui plus personne ne pense. Elle a aussi peur que l'échec conjugal soit un échec qui initie toute une série d'échecs. Donc elle voit ça comme étant une menace par rapport finalement à une vision qu'elle a qui est relativement solipsiste, c'est-à-dire que le fait qu'elle refuse finalement l'existence d'autres consciences et du monde, et elle voit ça donc aussi comme une menace par rapport à sa vision d'elle-même, elle se voit comme spéciale, et se voir comme étant quelqu'un de spécial, c'est une défense de déni qui est courante et qui est puissante justement face à la mort. Elle rapporte le fait qu'elle a l'habitude de ne jamais terminer une tâche. Quand elle fait le ménage, elle laisse toujours une partie non nettoyée. Elle est incapable d'entamer un livre si elle n'en a pas déjà prévu un autre quelque part. Ça reflète une forme de peur d'épuiser son quota d'avenir. Elle évoque aussi les désirs qu'elle a, le désir d'être aimée et remémorée pour toujours, le désir donc d'arrêter le temps, le désir de fusion avec son époux, donc c'est ce qui émane de tout ce qu'elle rapporte, et tous ces éléments, ainsi que sa croyance en son invulnérabilité personnelle, ont pour fonction d'apaiser justement son angoisse de mort. Donc cette personne a finalement pris conscience de ses comportements et de leur origine dans son angoisse de mort, et ça a été finalement pour elle un point de départ pour renoncer finalement à une utilisation névrotique de son époux comme une sorte de bouclier par rapport à l'angoisse de mort, et ça a été le moyen de se tourner vers lui de façon aimante et finalement de restaurer son couple.
Il évoque le cas d'une autre personne qui est incapable d'avoir une relation satisfaisante avec un homme. Elle dit qu'elle rompt avec une personne dès qu'elle commence à ne plus rien éprouver pour la personne en question. Et puis elle a un nouveau partenaire avec qui elle est incapable de s'engager, alors qu'elle n'aime pas la solitude et la vie de célibataire, alors qu'elle veut des enfants et qu'elle a peur de vieillir et peur de perdre cette possibilité. Et malgré ces éléments, quand il parle de mariage, elle le trouve en fait trop satisfait de lui et de sa vie, et elle panique à l'idée de se ranger. Et elle évoque le fait que pour elle, il est fondamental d'aller vers l'avant, de ne pas stagner. Elle évoque le fait qu'elle n'est jamais finalement dans le présent, mais toujours dans le temps d'après. Quand elle en est au plat principal au cours d'un repas, elle pense en fait déjà au dessert. Et puis, elle va prendre conscience du fait que sa peur de s'engager est en lien avec justement sa peur de vieillir, sa peur de stagner, son besoin d'évoluer, d'être en avance sur elle-même, et que finalement cette peur de s'engager, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation d'une lutte interne qui vise à contenir son angoisse de mort. Donc là aussi, cette prise de conscience a été pour elle le moyen d'initier un changement. Alors notons que cette angoisse de mort, elle se retrouve finalement dans de nombreuses psychopathologies qui parfois sont déclenchées, même assez souvent déclenchées, quand une personne va vivre une expérience de mort, une expérience de maladie, donc que ce soit la personne elle-même qui vive ces expériences de mort ou de maladie, ou que ce soit des proches. Et les études montrent que ces angoisses de mort se retrouvent par exemple dans des névroses obsessionnelles compulsives sévères, avec, donc c'est le cas pour plus de 70% des individus, dans des syndromes d'hyperventilation, dans l'hypocondrie, dans les syndromes de dépersonnalisation et probablement bien d'autres encore. Notons qu'une caractéristique qui est commune à l'ensemble de ces troubles, c'est que bien que ces troubles limitent l'individu, bien qu'ils constituent très clairement une source d'inconfort en fait pour les individus, eh bien ces troubles vont néanmoins protéger l'individu d'une angoisse de mort qui est terrifiante, hein, comme nous l'avons dit. L'angoisse de mort, c'est quelque chose qui est sourd, qui est indicible, qui n'est pas finalement exprimable. Donc après cette partie donc sur la mort et l'angoisse, nous allons continuer avec la question de l'évitement de la mort dans la théorie et la pratique psychothérapeutique. Pour aborder l'évitement de la mort dans la théorie et la pratique psychothérapeutique, on peut commencer par revenir sur le bilan que nous avons pu faire, à savoir que la mort, elle sauve, hein, c'est-à-dire que sa prise de conscience va nous détourner de nos préoccupations banales et elle va ouvrir sur un mode de vie plus authentique qui est l'occasion de transformation personnelle radicale, l'occasion de laisser émerger un projet de vie. Néanmoins, la mort est source d'angoisse et nous nous défendons contre cette angoisse, et nous l'avons déjà dit, si nous nous défendons mal, la psychopathologie va émerger. Donc, ce concept de mort, il a un côté quand même central en psychothérapie, et pourtant, il est massivement occulté en santé mentale, hein, sauf en soins palliatifs. En tout cas, c'est le bilan qu'en dresse Yalom dans les années 80. Et il le souligne dans plusieurs domaines. Dans le domaine des études de cas cliniques, il constate qu'il y a 3 grandes tendances. Soit la mort est purement et simplement ignorée, soit la mort est rapportée dans l'histoire de l'individu, mais elle ne va pas être élaborée. C'est, il le remarque, ce que fait Freud, ce que nous allons voir ensuite. Soit la mort est élaborée, mais elle va l'être de façon à être compatible avec l'école de pensée du thérapeute. Il cite Bromberg et Schilder, qui évoquent notamment le cas d'une femme qui présente une angoisse après la mort d'une amie qui l'attirait sexuellement, et leur conclusion est de dire que elle présente une angoisse réactionnelle contre l'attachement homosexuel, parce que pour elle, sa propre mort va signifier l'union avec cet objet d'amour refusé.
Ils évoquent le cas d'une autre femme dont Bromberg et Schilder parlent, qui est une femme dont le père a une entreprise de pompes funèbres et qui n'a jamais pensé à la mort en présence de cadavres, mais qui un jour se met à y penser constamment. Et elle dit d'ailleurs qu'elle a toujours eu peur de la mort, mais à ce moment-là, elle se met à se réveiller et à avoir peur de constater qu'on l'embaumait, donc quand elle fait ses cauchemars. La conclusion des auteurs est de dire que l'angoisse qu'elle présente témoigne d'un désir refoulé de passivité et de manipulation corporelle par le père embaumeur, et que finalement sa peur constante n'est rien d'autre qu'une autopunition de son désir incestueux. Donc Yalom souligne le fait que il peut y avoir évidemment chez l'individu des préoccupations superficielles qui peuvent être traduites en signification plus profonde, mais il souligne le point qui est que la mort, elle peut parfois ne rien signifier d'autre qu'une peur de la mort sans qu'il y ait une peur plus profonde finalement à chercher. Et il dit que dans ce cas-là, le besoin de l'individu, donc ce n'est pas d'essayer de traduire des éléments superficiels en éléments plus profonds, de chercher quelque chose de sous-jacent, mais il va dire que le besoin de l'individu, finalement, est peut-être lié au fait qu'il est en trop grande proximité avec la vérité, c'est-à-dire avec sa finitude, avec la mort, avec sa mort, et qu'en étant en trop grande proximité avec sa mort, il n'est plus en mesure de pouvoir construire des défenses de déni qui sont normales, et la souffrance va venir de là. Après les cas cliniques, il évoque aussi la recherche clinique. Il note le fait que dans le champ du deuil, les phases du deuil ont été largement étudiées, décrites et ainsi de suite, mais il remarque que les choses sont occultées chez l'individu en deuil. En fait, il est souvent souligné que l'individu en deuil souffre finalement d'une perte d'objet, mais Yalom note que l'individu ne souffre pas que d'une perte d'objet. Dans le deuil, l'individu est confronté à la perte de lui-même. Le raisonnement qui peut être fait est le suivant, c'est que si mon proche meurt, je mourrai aussi, je suis le suivant. Et les recherches chez les veufs montrent qu'il y a souvent des rêves macabres avec des personnes qui vont rapporter le fait de marcher au bord d'un puits noir, avec des paroles aussi qui vont évoquer le danger, l'insécurité, le manque d'intérêt pour la vie, l'absence de sens, des colères aussi qui peuvent être dirigées contre rien de particulier. Donc tout un ensemble d'éléments qui vont évoquer la confrontation à la mort de l'individu lui-même, élément donc qui a tendance à être occulté dans les recherches, alors qu'il cite l'épopée millénaire de Gilgamesh où cette dimension n'était pas justement occultée, puisque le protagoniste voit justement la mort de son ami comme annonçant sa propre mort. Donc il note que en recherche clinique, les auteurs se privent finalement d'un terrain d'investigation ou deux terrains d'investigation qui sont fertiles. Il note que c'est la même chose aussi dans les thérapies, avec certains thérapeutes qui disent que les individus n'abordent pas en thérapie les enjeux de la mort, alors que pourtant le matériel concernant l'angoisse de la mort en thérapie est plutôt abondant, avec des personnes qui vont rapporter la mort de proches, leurs parents, leurs amis, qui peuvent rapporter aussi des rêves qui sont hantés par la mort, qui peuvent aussi parler de prise de conscience infime de la mort, avec la préoccupation des rides, des taches de vieillesse, les cheveux gris, les articulations qui deviennent rigides, la voussure qui peut apparaître. Donc tout un tas de préoccupations autour du fait de vieillir aussi, le départ des enfants, le fait de devenir grands-parents, donc tout ce qui relève du cycle de la vie, ce qui va se retrouver aussi quand il y a des réunions d'anciens élèves avec ce fameux choc du coup de vieux. C'est ce qui se retrouve aussi dans le constat que les personnes peuvent faire d'avoir l'impression de réaliser des loisirs de seniors, ce qu'on peut retrouver aussi dans les confrontations fortuites avec la mort que les personnes peuvent rapporter. Il dit aussi que finalement ce matériel, il est aussi tout bêtement présent à la fin d'une thérapie, la fin de quelque chose peut évidemment susciter des réflexions qui sont macabres. Et il dit que finalement, si la mort n'est pas abordée, c'est peut-être à mettre en lien avec le déni du thérapeute et aussi le déni de l'individu qui le consulte. Il note qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas eux-mêmes exploré leur angoisse de mort et qui vont l'éviter aussi bien à un niveau personnel qu'à un niveau professionnel, et qu'effectivement, dans ce cas-là, le thérapeute n'est pas prêt à entendre l'ensemble de ces enjeux par rapport à la mort.
Il souligne aussi le fait que le thérapeute peut aussi ne pas être en mesure d'identifier ce matériel, notamment s'il n'est pas branché sur ce canal. Et ce point-là, on peut le relier avec un déni assez général de la mort en thérapie. Et on peut évidemment se poser la question suivante. Finalement, pour quelles raisons la mort a-t-elle été exclue des théories psychodynamiques traditionnelles sur l'angoisse? Et pour le comprendre, Yalom se propose de retracer l'évolution des concepts psychodynamique de l'angoisse, ce que nous allons voir dans cette dernière branche de cette carte mentale. Concernant donc ce point que Yalom intitule Freud, l'angoisse sans la mort, il souligne que Freud a ignoré des dimensions du monde interne de l'individu, puisqu'effectivement, il a ignoré l'idée de mort qui peut exister chez l'individu. Donc il se demande d'où vient cet évitement de la mort chez Freud, et il va le répertorier et puis tenter de l'expliquer. Il commence par citer « Études sur l'hystérie » de 1895, écrit par Freud et Breuer, ouvrage qui est la première contribution clinique et théorique majeure de Freud, dans laquelle essentiellement 5 études de cas sont rapportées, dont le cas de Anna O, qui a été rédigé par Breuer. Dans cet ouvrage, il élabore une théorie de l'étiologie de l'hystérie avec Breuer, ainsi qu'une thérapie qui est basée sur cette étiologie. Et dans cet ouvrage, il exclut les angoisses de mort. En fait, pour Freud, un traumatisme émotionnel n'a pas d'effet durable si les émotions sont déchargées, par exemple par abréaction. Dans ce cas-là, l'affect qui est attaché au trauma va être libéré et ne va pas devenir pathogène. Par contre, un traumatisme émotionnel peut avoir des effets durables s'il n'a pas été traité correctement en fait par l'appareil psychique. Dans ce cas-là, l'affect refoulé va persister dans l'inconscient et peut faire retour après, par exemple, une conversion en symptômes physiques, ce qui est le cas dans l'hystérie de conversion, avec divers symptômes qui peuvent s'observer, allant de la paralysie à l'anesthésie, à la douleur, la fatigue, l'étouffement ou encore les obsessions. Donc, par rapport à ces éléments, il développe une thérapeutique qui est d'amener l'individu à se remémorer le trauma de manière à libérer l'expression de l'affect refoulé. Ce qu'il fait initialement via l'hypnose, qu'il va ensuite abandonner pour l'association libre. La remarque de Yalom est la suivante, c'est que l'étiologie et la thérapeutique élaborées par Freud sont cohérentes, mais il note une évolution concernant la nature du trauma qui est identifiée entre les premiers cas et les derniers cas. Dans les premiers cas, les traumas identifiés ont une nature relativement banale. En gros, il s'agit des traumas rapportés par les personnes, une attaque par un chien sauvage, des coups de bâton, un chien qui boit dans un verre. Par contre, dans les derniers cas, il note que les traumas présente une nature plus sophistiquée. Il fait référence un peu à une sorte de tragédie grecque où finalement Freud va identifier une nature derrière le trauma rapporté par l'individu. Il va par exemple parler d'une haine des enfants qui va empêcher une des personnes de soigner son mari mourant. Il va parler d'une activité incestueuse avec un parent, de l'expérimentation de la scène primitive, de plaisir ou de culpabilité quand une sœur meurt parce que la personne convoite en fait le mari. Donc il parle d'éléments plus sophistiqués. En fait, ce que fait Freud, c'est qu'il va transposer l'expérience du trauma rapporté par la personne à un moment plus précoce de la vie. Pour lui, l'expérience traumatique en fait ne fait que ranimer le trauma ancien, le trauma finalement originel. Et justement, il va se questionner sur la nature de ce trauma originel, de ce traumatisme précoce qui va hanter en fait la vie de la personne. Et il souligne le fait que finalement le prototype en fait du trauma, de la situation traumatique qui génère justement de l'angoisse, c'est un état de détresse que la personne va vivre. Alors on peut dire état de détresse ou de vulnérabilité ou encore de désaide. Il parle de Hilflosigkeit pour évoquer cet état de détresse. Pour lui, donc, il identifie différentes sources traumatiques possibles et il va en retenir 2 qui sont d'une part la perte de la mère avec une angoisse qui va être générée, qui est l'angoisse d'abandon ou angoisse de séparation, et d'autre part la perte du phallus qui va générer une angoisse de castration.
Il souligne le fait que ces sources, elles vont apparaître de manière sans cesse travestie, à la fois dans les états de veille, mais aussi dans les rêves, avec par exemple des rêves de chute, de poursuite, qui vont pouvoir se produire en rêve, ou plutôt dans des cauchemars. Le point commun donc à ces deux éléments, c'est bien sûr la perte de l'amour, quand il parle de la perte de la mère, et la perte de la possibilité d'union à la mère avec la perte du phallus. Et donc, si chronologiquement l'angoisse d'abandon est la première, pour Freud, c'est la castration qui va être la principale source d'angoisse, et elle serait initiée par la séparation. Donc finalement, Freud va postuler une nature sexuelle au traumatisme. Alors, Yalom note que dans cet ouvrage, 3 cas sur les 5 principaux présentés donc présentent beaucoup de références à la mort. Pour le cas Anao, il est dit que sa pathologie a émergé quand la maladie de son père a émergé et quand il est mort 10 mois après l'émergence de cette pathologie, Anao ayant été aidante, puisqu'elle s'est occupée en fait de son père. Et Breuer, d'ailleurs, dans ce cas qu'il rédige, va rapporter des visions liées à la mort qui sont faites par Anao sous hypnose. Et pour Breuer, ces visions émanent de sa terreur vis-à-vis de la mort. Dans le cas Amy van Hem, sa pathologie a émergé à la mort de son époux, qui était pour elle la personne avec laquelle elle se sentait la plus proche. Et sous hypnose, de nombreux souvenirs macabres vont lui revenir. Elle se souvient qu'à 7 ans, elle a vu sa sœur dans son cercueil, qu'à 9 ans, elle a eu peur en voyant son frère déguisé en fantôme et puis ses autres frères et sœurs qui lui jetaient des animaux morts. À 15 ans, elle se rappelle de la découverte de sa mère inconsciente qui avait fait une attaque. À 19 ans, c'est le deuil de son frère et puis la mort de son époux. Donc, Yalom répertorie 11 références à la mort dans les 8 premières pages de présentation en fait, du cas. Pour Elisabeth von Herr, sa pathologie émerge à la mort d'une sœur aînée, après une période pendant laquelle elle a apporté des soins à son père qui était mourant, pendant laquelle une maladie grave a émergé chez sa mère et pendant laquelle a eu lieu le déménagement de l'une de ses sœurs. Et donc pour hâter la remémoration de ses souvenirs et de ses affects, Freud va même lui dire d'aller sur la tombe de sa sœur. Donc pour Yalom, les angoisses qui sont suscitées par ces rencontres avec la mort vont chez Freud en fait lui faire évoquer l'expérimentation d'un traumatisme précoce, et il insiste sur la dimension érotique des traumas vécus. Par exemple, il va inciter Elisabeth von Herr à prendre conscience de sa culpabilité liée au fait qu'elle convoite le mari de sa sœur qui est morte. Donc, pour Yalom, Freud va occulter la thématique de la mort. Il ne souligne que le stress lié aux pertes, alors que la mort d'un proche génère bien plus qu'un stress. En fait, la mort vient tout simplement ébranler les défenses de déni par rapport à la mort. Et il dit que Elisabeth von Herr a peut-être pensé au mari libre suite à la mort de sa sœur, mais qu'elle a surtout dû penser que si sa mort meurt, c'est qu'elle peut mourir et qu'elle mourra aussi. Et globalement, il dit que en fait, les femmes des 3 cas auxquels il fait référence ont sûrement toutes entreaperçu en fait leur propre mort à travers ces diverses expériences. Donc, il se demande pourquoi Freud s'est interdit finalement un pas de plus vers la mort, qui est le dénominateur commun à l'abandon et à la castration. Et effectivement, l'abandon est lié à la mort, le primate tout seul, ou encore l'individu banni socialement, finalement va mourir. On peut mettre ce point en lien justement avec ce qu'on évoque souvent en biologie comme étant des manières d'envisager les comportements en lien avec notamment la survie de l'individu.
Pour ce qui est de la castration, c'est finalement semblable à un anéantissement. C'est aussi lié à la mort, puisque sans reproduction, c'est l'extinction de l'espèce. Ce qu'on peut évoquer, donc là toujours en biologie, à travers la survie de l'espèce. D'autre part, il évoque un autre ouvrage intitulé Inhibition, symptômes et angoisse, publié en 1926, dans lequel Freud va évoquer très succinctement le rôle de la mort dans les névroses, mais pour aussitôt repousser le rôle de la mort, parce que pour lui, il dit que n'ayant pas fait l'expérience de la mort ne peut pas se représenter dans l'inconscient d'un individu. Alors, dans sa deuxième théorie du fonctionnement psychique, il ne va pas postuler l'existence d'une angoisse de mort, il va simplement postuler l'existence d'un désir de mort. Donc, pour Freud, c'est la castration qui doit être considérée. L'individu n'en a certes pas une expérience directe, mais pour Freud, il en a une expérience indirecte à travers l'expulsion quotidienne des selles, à travers le sevrage, qui pour lui sont des équivalents expérientiels. Or, pour Yalom, il dit que l'argument qui est avancé par Freud pour justifier la substitution de la mort par la castration, que cet argument est biaisé. Il étaye son point de vue en évoquant les acrobaties qui sont nécessaires pour faire coller la théorie de la castration aux femmes, qu'il voit comme l'une des plus grandes esquives de la métapsychologie analytique. Il cite aussi Klein, qui a critiqué Freud. En effet, pour elle, la peur de la mort intervient dans la castration et va la renforcer sans y être analogue. Et il souligne aussi le fait que Klein refuse l'idée que la mort ne peut pas se représenter dans l'inconscient. Il évoque aussi Rank ou encore Adler, qui se sont opposés à Freud, lequel a coûte que coûte maintenu sa position, et il pense que de là vient justement ce culte du déni de la mort, en tout cas de cette problématique de la mort, tout en ajoutant le fait que des remaniements ont été faits, des remaniements de la théorie en dehors des cercles freudiens. Donc pourquoi Freud exclut-il la mort de sa théorie psychodynamique ? Sachant que Freud a envisagé le concept et l'a exclu, Yalom revient sur quelques éléments justement pour d'abord montrer que Freud a envisagé ce concept de mort, et ensuite il va revenir sur le pourquoi il a pu l'exclure. Donc effectivement, Freud a émis quelques hypothèses autour de la mort dans des ouvrages restés plutôt confidentiels. Il a publié un essai à la fin de la Première Guerre mondiale intitulé « Notre rapport à la mort », dans lequel il envisage le déni de la mort comme étant une tentative d'élaboration d'un mythe d'immortalité pour vaincre la mort, en tout cas l'angoisse de la mort. Et il évoque un autre ouvrage intitulé « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », publié en 1915, dans lequel il dit que dans lequel il est conscient en fait du fait que la mort est un élément qui va contribuer à modeler notre vie. Il est conscient de cet élément, et il va même proposer de revisiter le civis pacem para bellum en civis vitam para mortem, ce qui veut dire que si tu veux endurer la vie, organise-toi en vue de la mort. Et pour lui, donc, le travail en thérapie va être d'aider à endurer la vie, mais néanmoins, il ne dit rien sur le rôle du concept de mort. Et Yalom se dit que peut-être que ce concept était trop évident pour qu'il soit nécessaire, en fait, de le développer. Donc Yalom voit deux raisons au fait que Freud ait pu laisser la mort de côté. Une raison théorique pour commencer. Il souligne le fait que pour Freud, la personne qui l'a le plus influencé dans sa vie était Brücke, qui était son professeur de physiologie, qui appartenait à l'école de Helmholtz. Brücke était un antivitaliste, donc un mécaniste, pour qui seules les forces physiques et chimiques, à l'exception de tout autre, peuvent agir dans l'organisme.
pour les vitalistes, le vivant n'est au contraire pas réductible à la physico-chimie. Toujours est-il que ce point de vue antivitaliste, mécanisme, a été à l'origine de l'émergence d'une vision dualiste. Pour Brücke, finalement, deux forces s'opposent quand on réduit l'ensemble des forces qui peuvent être identifiées, qui sont l'attraction et la répulsion. L'autre élément qu'on peut ajouter concernant cette école et Brücke, c'est que Brücke était déterministe, c'est-à-dire que pour lui, tout événement, y compris les comportements humains, sont déterminés par les événements du passé. Donc Freud va s'appuyer sur ce modèle helmholtzien pour construire sa théorie du fonctionnement psychique, et donc son but va être d'essayer d'identifier deux forces antagonistes qui sont en jeu justement dans l'appareil psychique. Dans sa première théorie, sa première hypothèse, c'est que les deux forces en jeu sont la faim, en lien avec la préservation de l'individu, donc il s'agit des pulsions de conservation du moi, et puis d'autre part, l'amour, en lien avec la perpétuation de l'espèce, et donc les pulsions sexuelles. Et il envisage donc un conflit entre ces pulsions qui va causer le refoulement et qui va être source d'angoisse. Et donc la majeure partie de la théorie analytique va reposer justement sur ce point. D'autre part, il a plus tard envisagé une autre hypothèse, un dualisme entre la vie et la mort, mais Yalom souligne que les métapsychologies et psychothérapies freudiennes se fondent en fait sur la première hypothèse et qu'il n'y a pas eu de refonte. Et d'autre part, la plupart des disciples ont rejeté cette deuxième théorie parce qu'elle impliquait un pessimisme thérapeutique, et donc voilà, la plupart des disciples sont restés sur la première hypothèse. Donc quoi qu'il en soit, il a été impossible pour Freud d'envisager la mort comme une des forces donc prenant part au conflit, parce que pour lui, la mort est un événement à venir. Cet événement à venir, pour qu'il puisse générer une angoisse, il faut que l'individu dispose d'une activité mentale complexe. Or, la cellule d'énergie psychique ne peut pas laisser place à des actes mentaux complexes, comme c'était le cas pour Nietzsche, pour qui le comportement ne peut qu'être déterminé par des mécaniques inconscientes. Donc, la mort, finalement, dans ce cas, ne peut pas jouer un rôle spécifique dans sa théorie, et on revient sur ce que nous avons évoqué précédemment, à savoir qu'un événement à venir qui n'est pas expérimenté, il ne peut pas être imaginé, donc il ne peut pas exister dans l'inconscient, et il ne peut pas influencer le comportement. Donc, Yalom voit Freud comme ayant été finalement prisonnier de son système déterministe, et de ce fait, il n'a pas pu envisager le rôle de la mort dans la jeunesse de l'angoisse. Il n'a pu que l'envisager de façon assez confidentielle, dans des notes de bas de page, dans des essais mineurs, en assujettissant la peur de la mort à une peur antérieure, celle de castration, ou à travers le désir de mort. Et Yalom ajoute que considérer de toute façon la mort comme une pulsion fondamentale, ça ne règle pas le problème, parce que c'est pas ce qui va amener à envisager la mort comme un événement à venir qui va être susceptible à la fois d'enlever son sens à la vie, mais en même temps de faire émerger chez l'individu une forme authentique d'être. Donc il évoque aussi des raisons personnelles en se basant sur la biographie de Jones, et il dit que les raisons qui auraient amené Freud à conserver son système théorique auraient été d'une certaine façon sa quête de gloire et de célébrité. Et ces raisons donc à conserver ce système, donc qui l'ont poussé à conserver son système théorique, il prend conscience, il note le fait qu'elles ont malgré tout aussi été une entrave à son intelligence, et ça l'a contraint à des contorsions intellectuelles. Donc revenons sur cette quête de gloire et de célébrité qui a été entretenue d'ailleurs par le mythe familial. Freud est né coiffé avec tout ce que ça présage de positif. Il était le fils préféré de sa mère, et ainsi de suite. Donc Freud, au cours de sa vie, a manqué plusieurs fois
de devenir célèbre, avant de devenir véritablement célèbre. D'une part parce qu'il n'a pas mené à terme ses travaux en physiologie, il n'a pas proposé de théorie du neurone, il n'a pas publié ses travaux, ses observations qu'il a faites sur la cocaïne comme ayant un effet anesthésiant local, et il a aussi cessé sa carrière universitaire à cause de l'antisémitisme qui régnait à cette époque. Donc ces événements qui finalement qu'il a manqué et qui l'ont empêché de devenir célèbre l'ont amené à se tourner vers la psychologie, qui est effectivement ce qui lui a permis de devenir célèbre, et il s'est lancé dans la construction d'un modèle de la psyché humaine en s'appuyant sur les critères scientifiques helmholtziens, donc tout à fait en accord avec ces critères. Et il a construit donc un modèle exhaustif et un modèle original, puisqu'il a effectivement donné un rôle central à la pulsion sexuelle dans les motivations de l'humain, et il a d'ailleurs été intransigeant par rapport à ce rôle central de la pulsion sexuelle, ce qui l'a amené à perdre un certain nombre de ses disciples. Donc, il ne donne effectivement pas de rôle central à la mort dans les motivations humaines, parce qu'il ne voit pas la mort comme une pulsion. La mort ne s'intègre pas bien dans un système helmholtzien, et d'autre part, la mort n'est pas un nouveau concept, alors que la libido était à l'époque quelque chose de tout à fait inédit. Donc, il va conserver cette libido au centre de sa théorie, et donc Yalom souligne le fait que malgré donc ces éléments qui peuvent être critiqués, eh bien, ce modèle dynamique du fonctionnement psychique reste la conception majeure de Freud, et que d'une certaine façon, y introduire la mort, ce n'est que la réintroduire, parce que finalement, elle a toujours été plus ou moins sous-jacente finalement à l'abandon, séparation ou encore à la castration. Et il souligne le fait qu'un certain nombre de théoriciens ont amendé justement cette théorie. Et par ailleurs, certains de ses disciples ont eux aussi émis d'autres conceptions. Il cite Rank, pour qui l'humain se débat entre deux peurs, celle de la vie avec son isolement intrinsèque, et puis celle de la mort. Voilà, donc avec ce dernier point, nous terminons cette carte mentale qui porte donc sur la vie, la mort et l'angoisse, donc sur ce concept de mort dans la psychologie et donc dans la thérapie. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine carte mentale.